Bonjour et merci Noël. Maintenant, c'est Véronique Lefebvre qui va nous parler des piments. Alors, Véronique Lefebvre est ingénieure agronome INAPG, DEA d'amélioration des plantes à Paris 11 et un séjour dans l'université de Cornell aux États-Unis, donc suivi d'une thèse à l'INRA d'Avignon. Euh, elle est, euh, Elle travaille à l'INRA, elle conduit des recherches sur les bases génétiques, moléculaires et fonctionnelles caractéristiques agronomiques clés du piment, mais aussi de la pomme de terre. Elle dirige l'unité génétique et amélioration des fruits et légumes d'Avignon, donc durant la période 2011-2017, et aujourd'hui, elle travaille toujours sur des gènes clés de domestication, adaptation des espèces cultivées et des interactions plantes pathogènes. Véronique, c'est à vous. Merci beaucoup Alain. Je vais essayer de partager mon écran. Bonjour à tous et en tout cas, je voulais vous remercier d'abord Yvette Daté qui m'a contacté pour me solliciter pour faire cet exposé. Je remercie la Société nationale d'horticulture française d'organiser ces séminaires fort intéressants. Et donc, la question à laquelle j'ai essayé de répondre, c'est d'où viennent les piments? C'est une espèce qui a beaucoup de succès et je vais essayer de vous apporter quelques informations. Donc d'abord, le piment, ben, ça a plein de noms différents. Ça peut s'appeler hadji, chili, capsicum, piment, poivron. Et juste quelques mots sur l'étymologie. En fait, le mot piment vient du mot latin pigmentum, qui était une substance colorante. Au Moyen-Âge, quand on utilisait le mot piment, c'était pour parler d'une épice colorée. Et aujourd'hui, le mot piment, c'est le nom vernaculaire du genre capsicum. Et les capsicums, ça englobe aussi bien les piments que les poivrons, qui viennent du mot latin capsula, petite boîte, ou caps- cap- capsiros en grec, qui a la forme d'une boîte, puisque le fruit du piment ressemble presque à une boîte vide. Et en gastronomie, ou dans le langage courant, on distingue le piment comme étant associé au goût brûlant du fruit et le poivron comme étant associé au gros fruit doux, mais tout cela appartiennent au genre capsicum. À la droite de la diapositive, vous avez différents exemples de noms à travers le monde. Et en fait, le mot chili vient de la langue nahuatl, qui est la langue ancestrale des Aztèques. Les Indiens d'Amérique l'appellent adzi, vous verrez. Et puis en France, au départ, on appelle ça du poivre d'Inde, du Brésil. Et puis, il y a différents noms qui se ressemblent, hein. Par exemple, en turc, adji biber, adji maintenant en turc veut dire rouge. Donc, il y a certainement des liens entre ces différents termes. Alors, le piment appartient au solanacées, comme l'a dit Mathilde. C'est le genre capsicum et ce genre comporte 40 espèces, 36 espèces exactement, on y reviendra, dont 5 espèces cultivées. Au point de vue botanique, c'est une plante herbacée ou un arbrisseau qui est généralement annuel, mais qui, dans certaines conditions, peut être pluriannuel. Ça, il porte une fleur hermaphrodite qu'on voit ici, d'une symétrie 5. Et puis les fruits, ce sont des fruits fermus, comme la tomate. Les fruits sont soit pendants, soit rigés, on y reviendra. Et dans ce fruit, vous voyez que c'est une boîte vide, il n'y a pas de gel comme dans la tomate. Vous avez un placenta sur lequel sont disposées différentes graines, plusieurs graines, un grand nombre de graines. Et dans ce fruit, vous avez aussi des glandes à capsaïcinoïdes qui sont responsables du goût brûlant du fruit. Et les graines sont discoïdales. Et au niveau génétique, c'est un génome assez simple, c'est diploïde à 24 chromosomes, comme celui de la tomate et de la pomme de terre. Mais cette espèce a la particularité d'avoir un très grand génome, un génome de l'ordre dont la taille est de l'ordre de celui du génome humain, avec environ 30 000 gènes. Alors, le centre d'origine du piment se situe dans la vallée du Tehuacan, au Mexique. Et en fait, lorsqu'on observe des données archéologiques, des données écologiques sur la possibilité de croissance des plantes,
des données linguistiques, on a parlé du nom du piment tout à l'heure, et puis des données génétiques, toutes s'accordent à trouver que le piment serait originaire de la zone d'Amérique centrale, et en particulier dans la région de la vallée du Tehuacan, et également on a retrouvé des restes dans la vallée d'Oaxaca. Et dans les plus vieilles traces de piment qu'on a trouvées, remontent à près de 8000 ans, où on a trouvé des fragments de fruits de capsicum dans des habitations de troglodytes ainsi que dans des coprolites, ce qui indique que l'homme consommait déjà du piment il y a 8000 ans. Et puis, on a trouvé également, plus tard, dans la vallée voisine, on a trouvé des fruits, 122 fruits de Capsicum annuum et de Capsicum frutescens, donc déjà les deux espèces, et qui montraient que ces fruits étaient cultivés également. Donc, le piment aurait été cultivé il y a plus de 8000 ans et il est parmi les premières plantes domestiquées avec le maïs et le haricot. Alors, on a également trouvé quelques traces archéologiques et à chaque fois, le piment est symbole de joie et de beauté, mais pas uniquement, vous verrez pourquoi. Donc, la plus vieille trace archéologique remonte à 850 ans avant Jésus-Christ sur l'obélisque de Tello dans les Andes péruviennes. Et vous pouvez voir sur cet obélisque, à sa base, une sculpture sur pierre d'un fruit de piment avec une feuille de piment et également d'une fleur de piment. On a retrouvé des plats avec des dessins de piment assez stylisés ou des vêtements brodés qui étaient les tuniques, qui étaient sur des tuniques portées par les personnes à l'époque, avec des piments, un homme qui arbore des piments autour de son cou, ou même qui porte des plantes de piment ou de la vaisselle. Et en fait, on voyait que les piments avaient déjà des utilisations variées. Ils étaient consommés comme épices. À l'époque, il y avait une alimentation majoritairement sans sel. En mélange à la coca pour accélérer l'effet de la coca, pour sevrer les enfants et dans des rites initiatiques ou des châtiments, on y reviendra également. Alors voilà quelques témoignages de la vie aztèque au XVIe siècle qui avaient été faits par les Espagnols dans le Codex Mendoza. Et on voit que dans ce codex, les cultures de piment sont présentes dans de très nombreuses régions du Mexique, que déjà à l'époque, il existe différentes variétés de piments décrites selon les provinces, dont le piment chiltepín qui semble être un type assez ancestral, et que le piment faisait l'objet d'échanges marchands. On payait aussi des taxes avec des charges de piment sec. On en faisait des préparations culinaires. Ils intervenaient dans les rituels mortuaires et dans les rites initiatiques également, comme vous voyez ici, où vous voyez qu'un enfant de 11 ans, symbolisé par le nombre de pièces bleues sur le sommet du dessin, est puni en le mettant au-dessus de piments en train de brûler afin qu'il respire les fumées chargées de capsaïcine et ce qui irritait certainement très fort la gorge. Alors, en 2023, on recense 36 espèces de capsicum dans la liste du World Flora Online parmi les 214 non répertoriés. Au cours du temps, les différents botanistes ont décrit des espèces de piments. Parfois, ce sont les mêmes, parfois, ce n'est pas du piment, etc. Et chez le piment, on note trois grands groupes d'espèces. D'abord, le groupe d'espèces aux fleurs blanches. Et j'ai mentionné pour ces trois groupes d'espèces quelques exemples d'espèces sauvages supposées ancestrales, ainsi que les espèces domestiques qui en dérivent. Donc, dans le groupe des fleurs blanches, on a Capsicum annuum
variety glabriusculum, et qui a donné plus tard le capsicum annuum, celui qu'on consomme en majorité aujourd'hui, Capsicum frutescens et Capsicum chinense. On a le groupe des fleurs jaunes verdâtres, le groupe d'espèces des fleurs jaunes verdâtres, avec Capsicum bacatum praeternissum, qui a donné l'espèce Capsicum bacatum, et le groupe des fleurs violettes, très, très différentes, avec Capsicum tovari et Capsicum eximium, qui a donné comme espèce domestiquée Capsicum pubescens. Donc, vous voyez ici qu'il y a 5 espèces domestiquées, et on dispose aussi d'un très grand nombre d'autres espèces. Alors, j'ai indiqué en gras ici les différentes espèces qui sont disponibles dans l'unité GFL de l'INRA, à l'INRAE. Alors, la domestication a été précolombienne, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et on a retrouvé aussi, grâce aux travaux de Barbara Pickersgill, les différents centres d'origine des différentes espèces cultivées. Donc, j'ai illustré aussi chaque espèce cultivée par une variété de piments type de l'espèce. Donc, vous pouvez déjà voir que les piments montrent une très grande variabilité de formes, de fruits, de formes et de couleurs. Et une des particularités de Capsicum pubescens, par exemple, c'est d'avoir des graines noires, alors que les autres espèces ont des graines discoïdales plutôt de couleur crème. Alors, comment on passe d'une espèce sauvage à une espèce domestiquée? Donc, sur la gauche du graphique, j'ai présenté ce qu'on pense être le piment sauvage le plus ancestral. Et sur la droite du graphique, j'ai présenté quelques piments cultivés. Et en fait, on voit qu'il y a une très, très grande différence. S'il n'y avait pas eu la domestication et la création variétale, on mangerait peut-être des fruits en forme de petites cerises, avec des fruits de moins d'1 gramme, ronds, ovales, brûlants, érigés et rouges, avec un péricarpe assez fin et mou, et qui tombe dès qu'ils sont en maturité, c'est-à-dire dès qu'ils sont mûrs, ils tombent au sol. La floraison est tardive, surtout dans les régions d'Amérique centrale, et les plantes sont adaptées aux stress locaux. Alors, ce qui est intéressant de ce type-là, c'est la morphologie des fruits et leur position sur la plante. Ils sont en effet très attractifs pour les oiseaux, et ce sont les oiseaux qui dispersent les graines lorsqu'ils viennent piquer les fruits sur les plants. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été démontré il y a quelques années que les oiseaux n'étaient pas sensibles au goût brûlant des fruits, alors que les mammifères sont sensibles. Donc, ça a été aussi un élément favorable pour leur dispersion, pour la dispersion des graines de piment. Maintenant, si on regarde à droite, on voit le parcours qui a été fait entre les espèces ancestrales et puis les variétés actuelles. On a aujourd'hui des fruits qui peuvent aller jusqu'à 800 à 1000 grammes, même parfois plus. Les fruits sont généralement pendants, et donc c'est effectivement important, hein, pour porter des fruits comme ça. C'est difficile d'avoir un fruit érigé. Donc, il y a eu une transformation du pédoncule pour qu'il puisse porter des poids aussi importants. On a des péricarpes beaucoup plus épais et fermes, ce qui permet de leur conservation. Et les fruits ne sont pas déhiscents, ils ne tombent pas tout seuls de la plante, ils nécessitent d'être cueillis, et on observe une grande variabilité de formes, de couleurs et de goûts, et qui répondent à différents usages. Donc, qu'est-ce que la domestication du piment? La domestication du piment a conduit à avoir de plus gros fruits, plus nombreux souvent, non déhiscents en maturité, avec une grande variabilité de formes et de goûts, et qui se conservent par séchage, et dont la floraison est précoce pour avoir une plus grande récolte et avec moins d'accidents.
Alors là, j'ai listé quelques gènes que nous avons identifiés qui sont responsables de cette domestication. Je ne vais pas les détailler ce tableau, mais en fait, on voit par exemple pour la déhiscence du fruit, ça affecte le métabolisme des parois cellulaires. Pour le fait le fruit soit dressé ou pendant, on voit que ça affecte le transport de l'auxine, qui est une phytohormone et qui favorise la division cellulaire et donc qui permet d'avoir des fruits plus lourds. Pour le goût brûlant, on a identifié des gènes qui sont impliqués dans la boîte biosynthèse des capsaïcines, qui est le composé responsable du goût brûlant. Pour avoir des fruits de plus en plus rouges, on a identifié un gène responsable de la transformation de la production de capsanthine et capsorubine, qui sont deux colorants rouges. J'y reviendrai plus tard. Et donc, lorsqu'on a une délétion dans ce gène, on a un fruit jaune. Et puis, pour la longueur du fruit, on a identifié une protéine qui est impliquée dans les mécanismes de division cellulaire et sur la taille des cellules et sur le nombre et la forme des cellules. Alors, l'introduction du piment, en Europe, s'est produite après le premier voyage de Christophe Colomb qui recherchait une route par l'ouest pour atteindre les Indes, pays des épices. Et parmi ces épices, il y avait le poivre qui était extrêmement cher. Donc, lors de son premier voyage, Christophe Colomb a accosté sur une île des Bahamas en octobre 1492 et en croyant avoir atteint l'Asie des épices. Et vous verrez que cette croyance a fait qu'on a appelé le piment pendant longtemps poivre. Et en fait, lorsque Christophe Colomb a quitté Haïti en janvier 93, il a déclaré « Il y a aussi beaucoup de hadji ». Donc, vous vous rappelez, hadji, ça signifie piment dans la langue des Indiens. Il y a beaucoup de hadji qui est leur poivre d'une sorte aussi précieuse qui est notre poivre, et aussi des natifs ne mangent quoi que ce soit sans lui. Donc, on s'apercevait que c'était une culture très intéressante. Et à partir de là, on a introduit différentes sources de piment en Europe dès le XVIe siècle, au cours du XVIe siècle. Alors ici, j'ai illustré un travail que nous avons réalisé dans le cadre d'un projet européen. On a étudié, on a décrit les routes d'expansion du piment grâce à des analyses génétiques sur plus de 10 000 accessions géolocalisées. Donc, on part toujours de notre centre d'origine en Amérique centrale, avec notamment ce petit fruit dressé, ancestral. Et il y a eu d'abord, par la route transatlantique post-colombienne, pendant le commerce triangulaire des esclaves, de nombreux échanges entre l'Amérique centrale et les côtes africaines sur lesquelles il y avait de nombreux comptoirs portugais. Ensuite, il y a eu le commerce maritime entre le Brésil, l'Afrique et l'Asie, d'une part grâce aux colonies portugaises à partir du XVIe siècle, et puis le commerce de l'argent entre le Pérou et la Chine au XVIIe siècle. Et enfin, il y a eu un retour par les routes commerciales de l'Empire ottoman, à nouveau vers l'ouest, et notamment les routes de la soie. Et le piment est à nouveau rentré dans toute l'Europe de l'Est et puis revenu aussi dans l'Europe méridionale. Et il y a eu de nombreux échanges comme ça entre les différents continents. Nos données ne permettent pas de réfuter définitivement la possible route transpacifique pré-colombienne, mais elle demeure peu probable. Nous avons vraiment peu d'arguments pour soutenir cette hypothèse. Alors, suite à l'introduction du piment en Europe, le piment a eu un succès assez notable par rapport à la tomate où on notait une sorte de méfiance.
Et en fait, on trouve les premières illustrations de piment dès 1540. Et on voit que ce piment qui a été importé, il s'agit certainement d'un capsicum annuum, vu la forme du pédoncule et du calice et la couleur crème des graines. Et en fait, il y a un petit personnage qui figure sur cette illustration. Ce personnage mange un piment, signifiant que le fruit est comestible. Donc, c'était vraiment une problématique, savoir si c'était comestible ou pas. Et là, c'est clairement mentionné. Ensuite, l'iconographie nous montre que il y a le, le piment est arrivé jusqu'en Inde dès la moitié du 16e siècle, très vite. On peut voir ces documents dans les rapports de sources et de différentes personnes, différents botanistes. Et vous voyez, on appelle ces piments à l'époque encore poivre long indien, poivre de Calicut, poivre large indien, etc. Piper, qui n'est pas un nom accepté aujourd'hui. On voit aussi qu'on a certainement affaire à des capsicums annuum et capsicum frutescens. Capsicum frutescens, on le reconnaît grâce à un calice très particulier, comme c'est figuré sur l'image du milieu. Donc, on observe déjà une diversité de formes et de couleurs des fruits. Euh, et, euh, et voilà pour cette diapositive. Alors, au XVIIe siècle, en fait, on s'aperçoit que le piment est une épice déjà introduite dans les plats en Europe. Le plus vieux tableau montrant des piments, c'est un tableau de Diego Velázquez, qui est un peintre espagnol, qui situe le piment juste sur le devant de la table, comme illustré sur le tableau en haut à gauche. Ensuite, on a plusieurs tableaux de l'école espagnole qui montrent également des guirlandes de piment et des tableaux d'un peintre flamand dans les années 1650 qui met en avant l'usage du piment. Donc, le piment est devenu à la mode de cette époque. En fait, Capsicum annuum et Capsicum frutescens pardon, sont nommés pour la première fois en 1753 par Linné, comme figuré ici sur la reproduction de sa flore. Et donc, le piment est vraiment rentré maintenant à partir de cette époque dans la tradition culinaire. Et il est important de réaliser une sélection. Donc, quels sont les critères de sélection pour la création variétale? Donc, vous voyez, on a deux sortes de piments, deux sortes d'utilisation. Les légumes fruits, et qui sont produits grâce à des cultures maraîchères, et les condiments poudre produits lors des cultures industrielles. Pour les deux types de production, on n'a pas forcément les mêmes objectifs de sélection. Pour les légumes fruits, on travaille sur la forme, sur la couleur, sur la taille. On va chercher selon l'usage de ce piment, soit du croquant, soit du fondant. On va s'intéresser à la saveur du fruit, au taux de sucre, aux vitamines. Et puis, pour le condiment poudre, ce qui est intéressant, c'est la teneur en oléorésine qui produit la couleur du piment, la teneur en matière sèche, parce qu'il doit vite sécher, sa possibilité d'être récolté de manière mécanique, et puis aussi un caractère dont on parle rarement, c'est la facilité de séparation du pédoncule, du fruit du pédoncule. Mais après, nous avons aussi plusieurs critères qui sont communs à ces deux types de piments, le rendement dans différents environnements, la précocité, la teneur en capsaïcinoïdes, qui peut être variable selon ce qu'on veut faire, et puis des résistances aux agents pathogènes et ravageurs et des tolérances stress-biotiques. Donc aujourd'hui, on a plusieurs milliers de variétés qui ont été créées,
plus de 4800 ont été inscrites au catalogue européen des espèces et des variétés, et dans le catalogue actuel de 2023, il demeure 2580 variétés. Et ces variétés sont soit adaptées au plein champ, soit au tunnel plastique, ou soit adaptées à des cultures en serre de haute technologie. Pour faire de la création variétale, on intercroise différentes variétés de piments qui possèdent des différentes caractéristiques qu'on souhaite associer. Mais on peut aussi utiliser des espèces apparentées, et ce tableau illustre la facilité de croisement entre espèces. Donc, on voit bien que c'est pas possible pour toutes les espèces. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle le pool primaire, c'est-à-dire qu'on arrive à très bien croiser toutes les espèces de Capsicum annuum entre elles, ou Capsicum annuum glabriusculum, qui est la variété ancestrale, l'espèce ancestrale, avec les autres Capsicum annuum. Et puis, on arrive assez bien à croiser les espèces du groupe d'espèces à fleurs blanches, Annuum frutescens et chinacée, donc, l'intérêt d'utiliser ces espèces à apparenter, c'est de bénéficier de sources de résistance aux maladies, en particulier, qui peuvent être transférées d'une espèce à une autre. Et après, on a beaucoup plus de mal à croiser le groupe d'espèces à fleurs jaunes avec le groupe d'espèces à fleurs blanches. Et il est impossible de croiser le groupe d'espèces à fleurs violettes avec le groupe d'espèces à fleurs blanches, sauf si on passe par une espèce pont, c'est-à-dire l'espèce Capsicum baccatum. Dès la fin du XVIIe siècle naissent les maisons grainières, et les premiers piments proposés au catalogue les premiers piments sont proposés dans le catalogue Andrieux et Vilmorin. Et ici, vous avez des illustrations de ce catalogue de l'époque. Donc, on observe déjà une grande variabilité de ces fruits. On a des fruits qui ressemblent à ceux qui étaient peut-être rapportés de l'Amérique centrale, mais on a aussi des fruits qui ont déjà démarré un progrès génétique en termes de poids du fruit, et j'imagine aussi en termes de douceur du fruit. Et voici quelques illustrations de belles plantes commerciales relatives à ces fruits. Alors, nous avons aujourd'hui de très nombreux types variétaux de capsicum qui peuvent être adaptés à différents environnements agricoles, comme on l'a dit, selon le mode de culture, selon l'environnement pédoclimatique, qui peuvent être adaptés à différents marchés. On ne commercialise pas forcément les mêmes fruits dans le sud de l'Espagne, le sud de l'Italie ou les pays de l'Est. Ils peuvent être adaptés à différentes utilisations, pour la consommation en frais ou en sec, pour la conserve, pour faire de la poudre ou faire des pâtes, ou pour l'extraction de la capsaïcine, qui est responsable du goût brûlant, ou de capsanthine capsorubine, qui est responsable de la couleur rouge du fruit. Et puis, ces différentes variétés portent différents gènes de résistance. Donc, j'ai listé en dessous, dans la partie basse de la diapositive, différents noms qui sont bien connus pour décrire ces différents types variétaux, mais dans chaque type variétal, on dispose aussi d'un grand nombre de variétés. Donc, il y a des noms qui sont bien connus, comme le rocoto, le tabasco, le serrano, le ralapeño, le lamuyo, le bell pepper, etc. Et toutes ces variétés dérivent bien sûr des ressources génétiques collectées à travers le monde. Alors, la production du piment est en hausse depuis de nombreuses années. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le capsicum est cultivé en zone intertropicale et tempérée, donc une très large zone de culture, surtout toute la ceinture intertropicale. Et finalement, il n'y a qu'au pôle qu'on ne cultive pas de piment. Le piment
les superficies cultivées ne cessent de croître. Aujourd'hui, 3,6 millions d'hectares sont cultivés. Donc, ça constitue. Alors, Mathilde disait que la tomate était la première espèce, mais ça dépend si on considère l'oignon ou pas. Pour moi, l'oignon, c'est la première espèce cultivée, puis la tomate, et la troisième, c'est le piment à travers le monde. Euh, Aujourd'hui, on produit 41 millions de tonnes et ça va aussi bien des agricultures familiales aux exploitations industrielles. Et en fait, le piment est l'objet d'une logistique internationale très dynamique avec beaucoup d'import-export. Les principaux exportateurs sont l'Espagne, le Mexique, l'Inde et le Pays-Bas, donc 2 pays européens. Et les principaux importateurs sont les USA, l'Allemagne, la Chine et le Royaume-Uni. La Chine est aussi importateur alors qu'elle produit énormément, mais elle en consomme beaucoup. Le piment est très consommé. Voilà. Et quelles sont les utilisations du piment? Elles sont nombreuses, elles servent à l'alimentation comme légumes, fruits ou condiments. On l'a vu, c'est une source de vitamine E, mais c'est aussi une source importante de vitamine C. Et le piment a fait l'objet de 2 prix Nobel. La vitamine C a été découverte à partir de ce piment. Et le piment consomme presque 4 fois plus, 4 à 6 fois plus de vitamine C que le citron. Le piment rentre dans la composition de nombreux plats préparés et produits et colorants à partir de la capsaïcine et de la capsorubine. Le colorant E160C, vous pourrez s'amuser à rechercher sur toutes les étiquettes et vous en trouverez notamment dans la phrase Tagada. Le piment est utilisé aussi pour l'industrie cosmétique du fait de son côté épicé et qui accentue les notes fleuries des parfums. Donc, c'est ce qu'on appelle une note de cœur et il rentre aussi dans la composition des gels douces, par exemple. Le piment est utilisé en industrie pharmaceutique pour traiter les douleurs articulaires, pour préparer, pour la préparation musculaire des sportifs. Il est aussi utilisé dans les traitements cancéreux, notamment dans le cancer du côlon, et pour la prise en charge de la douleur. Et là, à nouveau, un prix Nobel récent, en 2021, puisque deux chercheurs ont mis en évidence quels étaient les récepteurs de la douleur en utilisant la capsaïcine. Récepteurs que n'ont pas les oiseaux, et on y revient. Et enfin, le piment est aussi utilisé dans l'industrie de défense et de répulsif, notamment pour les sprays anti-agression contre les animaux ou même pour porter dans son sac à main éventuellement. Et puis, notamment dans la composition des peintures anti-algues pour les coques de bateaux. Et finalement, le piment est aussi, comme vous le voyez ici, une espèce ornementale qui est très, très jolie. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne sur le piment? Que c'est une espèce vivrière et d'intérêt industriel, cultivée en zone intertropicale et tempérée sur une large gamme d'altitudes, consommée ou exploitée dans le monde entier à forte rentabilité économique. Cette espèce présente une très grande variabilité génétique conservée dans les conservatoires de ressources génétiques ex situ et encore il existe certainement des pépites à découvrir in situ. Cette espèce est adaptée à une vaste diversité d'environnements pédoclimatiques et biotiques du fait de sa distribution géographique, ce qui en fait une espèce de choix pour identifier des gènes d'adaptation au stress. Mais les ressources génétiques constituent un bien commun qu'il est essentiel de préserver et caractériser pour faire face aux dérèglements climatiques. Donc là, je milite pour cette thématique. Et la conservation des ressources génétiques et leur caractérisation morphologique, chimique et génomique exigent des moyens de recherche pour préparer l'agriculture de demain. Et c'est pour ça qu'on y travaille, et notamment dans un projet actuel européen qui s'appelle Progress, comme vous voulez. Et voilà, et je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Véronique. Peut-être une première question, on vient de le voir là sur la création variétale et la grande diversité.
On connaît en France, je pense que c'est une population, donc le piment d'Espelette. Est-ce qu'on en connaît l'origine et à partir de quel moment où il a été individualisé? Alors, bah, c'est une question qui m'intéresse particulièrement puisque je travaille aussi sur cette population de piments actuellement et bah, j'espère qu'on en saura bientôt plus d'ici quelques mois ou 2 ans. Donc, c'est un piment qui a été rapporté du Mexique et qui s'est installé dans la région d'Espelette, donc dans les Pyrénées, je ne sais plus comment on dit, Atlantique. Atlantique, ouais, merci. Et donc, cette région, c'est une région très vallonnée où le climat est assez humide et en même temps, il peut y faire très chaud. Donc, tout ce qu'il faut pour le piment, c'est parfait. Et effectivement, quand on se promène dans ce paysage vallonné, on y découvre des tas de piments. Euh, donc, la première question, c'est d'où il vient et quand il a été installé. Donc, bah, très vite, hein, dès le XVIe siècle, et puis d'où il vient du Mexique. Et la deuxième question, c'était, j'ai pas retenu la deuxième question. Pardon? Et à quel moment À quel c'est... moment 16e? D'accord. Ouais. Une, une question, quels sont les types de piments les mieux adaptés pour faire soi-même de l'huile pimentée? On passe Ah. à la- du Alors, côté je pense qu'on gastronomie. peut faire de l'huile pimentée avec beaucoup de sortes de piments. Je sais que aux Antilles, on fait de l'huile pimentée avec capsicum fouettessas et capsicum chinacée également. Et, et ça dépend du type d'huile pimentée, de la force de l'huile pimentée qu'on veut faire. Mais méfiez-vous, ça peut brûler. Voilà, non, je sais pas. Tous les piments, bon, effectivement, c'est plus facile de le faire avec des piments qui ont un péricarpe assez fin. Sinon, il y a un apport d'eau important et souvent, si l'huile de piment n'est pas conservée à l'obscurité, il y a une moisissure qui se développe à la surface. Voilà. Mais il y a des tas de recettes disponibles sur la question. Si, Noël, Ça serait pour prolonger un peu cet aspect-là. Est-ce que, comme nous a dit Mathilde tout à l'heure, les facteurs de l'environnement peuvent jouer sur l'intensité du piquant de certains piments? Et du coup, est-ce qu'un piment qui serait très piquant en Équateur ou en Amérique centrale le serait moins cultivé chez nous, par exemple, et pourquoi? Alors, il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de rapport scientifique démontrant fermement qu'il y a une variabilité selon le sol. Il n'y a pas d'effet terroir et il n'y a pas non plus d'effet température. Par contre, un piment, il est d'autant plus piquant qu'il est mûr. Donc, si on est dans une région où on n'arrive pas à faire mûrir les piments, ils seront plus doux. Souvent, les piments verts sont moins forts que les piments rouges parce que le péricarpe n'a pas atteint son développement complet et donc la formation des glandes à capsaïcine n'est pas à son maximum. Euh, voilà. Dominique Bleton, vous avez levé la main. Oui, deux questions très simples et très ponctuelles, et la troisième, j'ai oublié. La première question, pouvez-vous nous raconter un peu plus l'histoire du fameux piment Lamullo, enfin poivron Lamullo, parce que si j'ai bien compris, si mes mémoires est bonne, c'est un croisement entre Lamu et Yellow Wonder. Première question. Deuxième question, très personnelle. On m'avait raconté que les éléphants n'aimaient pas les piments et que pour se protéger, il fallait mettre des piments autour de son champ. Mon fils Lionel, Jean-Lionel et Magne Angoloko à la frontière ivoirienne me dit, mais arrête, papa, les éléphants, ils mangent les piments. Voilà. Et la troisième, j'ai oublié. Allez-y. D'accord.
Donc, la première question, alors la deuxième question, c'est sur les éléphants, et la première, c'est sur L'histoire la de la Milo. variété Donc, Lamillo. bah, vous avez une très bonne mémoire, effectivement, c'est le premier hybride F1 qui a été créé par INRAE dans les années 60 et quelques, je ne sais plus l'année de création, par Edmond Pochard à l'époque, et c'est un croisement entre une accession qui s'appelle Mu et la variété Yellow Wonder. Exactement, c'est cela. Et ensuite, la deuxième question, donc oui, effectivement, on dit que les piments n'aiment pas les éléphants, les piments n'aiment pas les éléphants, non, aussi, mais donc les éléphants n'aiment pas les piments, comme tous les mammifères, ils ont des récepteurs à capsaïcine, donc ils sont dérangés par la consommation de piments, mais ils sont surtout, j'ai lu aussi qu'on pouvait les éloigner en leur projetant de la poudre de piment. C'est pas en mettant 3 pieds de piment autour de sa maison que ça va empêcher les éléphants d'approcher, je pense. Mais j'ai pas de pratique dans la matière. Voilà. Merci, merci, merci. Alors, un commentaire qui est arrivé, qui est un commentaire intéressant, donc sur un tableau en Toscane, une discussion qui fait que la présence d'un piment permet de dater le tableau et de ne pas en faire un tableau trop ancien à une époque où les piments n'étaient pas encore arrivés en Europe. Donc, c'est Oui, intéressant. très bien. Je veux bien la référence du tableau en question alors, si la personne peut Alors, transmettre. je pourrais vous transmettre son adresse email parce que c'est Alain Durnerin qui est un ingénieur horticole et qui est aussi très historien à ses heures. Donc, D'accord, mais ça m'intéresse, oui. je le connais. Sinon, il peut m'écrire aussi D'accord, mais je pense qu'il le fera. ou par votre intermédiaire. Entendu. Puis Merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant. Merci. ouais. Et puis une autre question, mais qui fera l'objet d'une réponse en direct, c'est que veut dire abiotique? C'est en fait ce qui n'est pas biotique, c'est-à-dire dans les interactions, ce sont plus les éléments du milieu, les stress qui peuvent être de température, stress hydrique et différents stress, mais qui n'ont pas une origine biologique. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie.